service providers, and we track historic property prices, vacancy rates, rent and sale prices for thousands of properties across the African continent. Right now, as Katian's mentioned, we have some coverage in Cote d'Ivoire, but mainly Nigeria, Kenya, Ghana, Morocco as of last year, Zambia, Cameroon, and we're also looking to enter Dar and Rwanda later this year. So we track a couple thousand commercial properties across the continent, under construction and active as well. And we use that to make sense of the real estate market. Myself, I have a background in investment and finance and property, and I've worked in the real estate team in AXA World and CBRE. And this is our the real estate team at Estate Intel. So the major fact of Femeasure is $4 billion. And this is the cumulative amount of money we've seen go into commercial real estate from 2016 to 2022. So $4 billion, this is the money that we've seen from real estate funds, private real estate investors, family offices, all moving across the continent, acquiring and disposing of commercial real estate like shopping malls, office buildings, hotels especially as well. Now, in the where and what, the top sectors that we've seen of interest in the retail sector, back in 2005, when formal retail really moved out of Southern Africa and into many of these other small new markets like Nigeria, Ghana, Angola, where the big private equity investors came in, the main sector they were focusing on was retail. So we saw that retail is one of the major places we've seen that investment activity. Right now, because of the state of many of the African countries that investors have operated in, retail is not doing so well. So many of them are also trying to offload those assets and sell them and progress to other sectors. The major destinations of this investment has been Lagos, Accra, Casablanca, Nairobi, and Maputo. Within Lagos, we've seen the likes of Actis, Sanlam, Hyprop, some of the big South African funds, as well as some of the smaller local investors like African Capital Alliance disposing of and selling real estate assets. The same is in Accra, and in other parts of West Africa like Abidjan, we've seen some of the big players in the hospitality space. So Casada bought a portfolio of about 1,600 hotels, not just in Abidjan or Cote d'Ivoire, but also in Senegal, Cameroon, and a couple other markets where they're looking for a presence. But the top major markets that we've seen this investment is in Lagos, Accra, Casablanca, Nairobi, and Maputo. And where the money is coming from is South Africa predominantly. That's where a lot of the big property players have been. Even though over the past 2 to 3 years, we've seen that transition to more local capital. Now, this is just a dashboard that summarizes what has been happening from 2016 to 2021 and what has changed. But the main thing that we're talking about on this panel is the return profile. And I can quickly just give some context in that. For retail assets, we're looking at yields between 8.6 to about 10%. For hospitality assets, we're seeing yields of around 7 to 8% or 7.5, 7.6% on average. And in the office space so far, based on the transactions we're tracking, we're seeing yields between 7.2 and 10%. So you can see there's a band for most of these transactions, and we're looking at yield ranges of between 7 to 11%, depending on the sector and location that your asset is in. Some of the major trends that we're seeing so far is that key sectors to look out for is data centers. So data centers are really topical. Everybody is talking about it. And we're also seeing that a lot of people are paying attention to this sector because a lot of the investment interest has historically been focused on office, retail, and residential. So this new sector that currently we have players like Main One, who has a center in Abidjan, in Accra, and in Lagos. They're taking position with their partnership and acquisition with the global player. And we're seeing some of the local players also enter that space. Other sectors that we're also seeing interest is hospitality, not just in the big markets like Nigeria or Ghana. In Abidjan as well, we're seeing that this is one of the sectors that hospitality investors, especially Casada, they're a major player,
been doing a lot of activity. On the far end, office and retail are still of interest, but it is not as much as we're seeing in these new sectors. So just to carry on as well, a couple of examples of some transactions that have happened in recent years, and I've got a mix. We had the Ikeja City Mall, which was sold for about $155 million back in 2015. It was sold to Attack and Hyprop. Right now, it's being bought back by Actis for $115 million, but because of FX challenges in Nigeria, we're seeing that transaction is taking longer than expected. On the other hand, in Accra, we have markets like, we have the Movenpick Hotel, which was also sold which was also bought recently last year, but in Accra, it was sold for about $100 million to QG Africa, whose fund has now been collapsed into another entity. The Movenpick in Lagos, which was formerly the Southern Sun, was also bought in December last year by Casada Capital Management. And I'll reference the other transaction also taking from Accor Invest about 1,600 rooms with lots of hospitality assets, predominantly in Francophone West Africa. So most of them were in Senegal and in Côte d'Ivoire. On the far end here, we have the $65 million Accra Mall, which was the Actis' stake was acquired by Sanlam and Atterbury back in 2012. And these are the examples of transactions that we're seeing. Transactions of this size are not that many, unfortunately, across the African continent because the deal flow and the number of investors that can actually play in this space are just a handful. But as the market evolves, we're expecting that the secondary space will also grow and more players will also look to acquire assets instead of taking all the development risks of going in fresh, trying to build, acquire a site, find a local partner, and just look for assets that are maybe undervalued or have an attractive income and rental profile, and they buy it to move on. Finally, the last point that we are seeing is that the themes moving forward, the key things that we're expecting moving forward is, like I mentioned, the focus on the newcomer sectors, because people are seeing more saturation within the office, retail, and residential markets as a whole. But people are also starting to consider data centers, but not just data centers. There's purpose-built student accommodation, and also industrial property. On the other hand, we also have the green agenda. So a lot of the institutional investors that are raising money from funds that have made an ESG commitments to their partners. And what that means is that they need to be funding projects for developers that are thinking about the environment and are thinking about governance and are also making things like net zero commitments to offset their carbon emissions and make sure that the properties they're developing are sustainable. So those are two main themes that we are expecting moving forward. But I mean, the major things I want us to take away from this is that so far, let's say from 2016 to 2021, we saw about $4 million worth of transactions. The yield ranges are between 7 to 10%. And these are the income yields that we're seeing on the assets. And then finally, some of the themes moving forward are the newcomer sectors and the importance of ESG and sustainability. So this is it from me. Thank you very much. I'll pass it back to you, Ketian, and if you can help me with some of the questions, I'll try and listen and see if I can understand the French myself. I'll do my best, but if you can help me translate, that would be fantastic. Okay. Thank you so much. Thank you for the great presentation. J'espère que vous avez compris quand même ce qu'il a dit, et dans tous les cas, ce sont des données qui pourront être partagées avec les personnes qui le souhaitent. Et si vous avez des questions pour Monsieur Omidire, vous pouvez les écrire, on les lui posera à la fin pour ne pas avoir à aller à l'écran et y revenir à chaque fois. Voilà. Thank you so much. So we're gonna get back to you at the end of the panel, if you don't mind. De la peau? Ok, bon. C'est bon, that's fine. That's okay. Ok, merci. Donc, merci à tous encore pour votre attention. Je sais que c'est pas évident un vendredi matin, mais merci d'être resté attentif à sa présentation. Et là, je vais vous poser des questions sur le marché local. Je sais que c'est vos spécialités, mesdames. Et je vais commencer par toi, Mariam. Comment est-ce que tu décrirais les tendances actuelles du marché local, marché immobilier en Côte d'Ivoire?
Alors déjà, la première chose qu'on note dans le marché immobilier actuel, c'est vraiment une multiplication de l'offre, ce qui était à mes débuts en 2009 un problème pour tous les agents du secteur, c'est qu'on avait des demandes, mais on n'avait pas d'offres sur le marché ou très peu. Et donc du coup, le marché n'était pas très dynamique parce que sans l'offre, même si on a les potentiels clients, c'était pas possible de faire des transactions si on trouve pas les biens qui correspondent aux gens et qu'on n'a pas de choix non plus dans les biens qu'on propose. Donc, la tendance que j'ai vue ces dernières années, c'est vraiment la multiplication des investissements, non seulement en nombre, mais aussi la hausse de niveau de ce qui est proposé. On a des projets de plus en plus ambitieux en taille, en qualité de construction, en standing et même en conception. On a des projets qui essayent de se démarquer. On a aussi une tendance très forte vers les projets durables et renouvelables. Et ça, que ce soit du résidentiel ou du commercial, bureau. Et donc, c'est vraiment la grande, on va dire, nouveauté de ces dernières années, c'est le type d'investissement et le nombre d'investissements qui est actuellement fait en immobilier, toutes catégories confondues, et j'entends par là aussi l'hôtellerie. Et Rachel, c'est la même expérience, j'imagine, que tu partages. Et à ton avis, selon ton expérience, quel type de propriétés sont les plus demandées sur le marché national? Sur le marché national, donc ce qu'on constate, c'est qu'on a énormément de demandes donc au niveau résidentiel. On a énormément de demandes pour tout ce qui est bien de standing. Donc, quand je dis biens de standing, les gens s'attendent à des biens assez modernes, avec des finitions impeccables, des espaces quand même qui sont assez spacieux, des espaces qui ont toutes les commodities. Donc, pour les appartements, ils vont s'attendre à ce qu'il y ait la conciergerie, à ce qu'il y ait la piscine, à ce qu'il y ait la salle de sport. Ils vont s'attendre aussi à ce qu'il y ait un parking souterrain. Donc, c'est vraiment un immobilier dans lequel on a énormément de demandes. Et comme Mariam le disait, non seulement on a de la demande, mais aussi on a de l'offre. Donc, on est en mesure aujourd'hui de proposer une multiplicité de choix à la clientèle qui nous approche. Donc, que ce soit de la clientèle qui recherche des biens à la location ou aussi de la clientèle qui recherche des biens à la vente. Mais dans la vente, on constate aussi qu'il y a de plus en plus de projets de standing en VFA. Donc, VFA, c'est des ventes en état futur d'achèvement. Donc, la clientèle qu'on a maintenant a tendance à vouloir justement se positionner dans ce type de biens-là parce que les biens sont construits dans des matériaux, comme on dit, durables et qui sont aussi qui répondent en fait aux critères internationaux. Donc, ce type de clientèle-là, quand ils viennent à Abidjan, ils s'attendent à être dans un confort, dans un appartement aussi confortable qu'à Paris, dans un appartement aussi confortable qu'à Dubaï, dans un appartement aussi confortable qu'à New York. Et donc, on est en mesure aujourd'hui de répondre à cette demande. Maintenant, toujours au niveau résidentiel, on a aussi aujourd'hui, pour des biens de moyen standing, on a de la demande. Donc, il y a quelques années de cela, on avait toujours de la demande, mais on n'était pas en mesure de répondre réellement à la demande des clients parce qu'on n'avait pas assez d'offres, on n'avait pas des biens de qualité. Donc, ce qu'on avait avant, c'était des biens assez vieux pour lesquels il fallait, dans le cadre de la location, de la vente, faire pas mal de travaux de rénovation pour les mettre aux standards, pour les mettre aux normes. Mais aujourd'hui, on est quand même en mesure de proposer à cette clientèle moyen standing, que ce soit dans la location des biens qui correspondent à leurs critères. Après, c'est vrai que dans ce cas de figure-là, il faut tenir compte des zones. On a bien sûr des prix locatifs en fonction des zones. Donc, c'est vraiment à nous, professionnels de l'immobilier, d'orienter notre clientèle vers le bien qui correspond au budget qu'ils recherchent. Et justement, tu disais qu'avant, on n'arrivait pas à répondre à la demande. Et qu'est-ce qui, selon vous, a changé, a permis à la tendance de s'inverser? Quels sont les facteurs qui ont permis au marché d'évoluer justement dans le sens où aujourd'hui, il y a énormément de demandes et d'offres qui peuvent être mises en face? Bon,
Le facteur numéro 1, c'est la stabilité politique. Parce que pour ceux qui sont arrivés avant 2011, il y avait un avant et un après. Et ce qui bloquait les investissements, c'était l'instabilité qu'on a vécue entre 1999 et 2011, passé 2011. Et du coup, c'est quelques années après 2011, vers 2015-2016, que réellement on a pu voir des investissements de plus en plus nombreux, puisque au départ c'était surtout des locaux privés qui investissaient dans l'immobilier, donc on avait vraiment des produits au compte-gouttes et on va dire à taille humaine, on va dire un immeuble par-ci, un immeuble par-là, pas des gros projets comme on en voit aujourd'hui, puisque c'était des initiatives plutôt privées, mais avec la confiance qui est revenue dans le pays, dans la stabilité du pays, évidemment, les fonds et les investissements sont devenus plus grands parce que on ne peut pas envisager de dépenser des milliards sur un projet qui va durer plusieurs années si on n'est pas sûr que pendant cette période, il n'y aura pas de troubles qui vont mettre à mal le projet, quoi. Donc, je pense que le facteur numéro 1, c'est vraiment ça qui a permis de débloquer un petit peu tous ces investissements. Facteur numéro 2, c'est aussi le choix, en tout cas, du gouvernement de lancer des grands travaux, le 3e pont et tout ça, parce que ça permet aussi dès lors qu'il y a des investissements publics qui sont faits, ben, ça permet au privé de pouvoir envisager de développer d'autres zones qui seront évidemment prometteuses une fois que les travaux seront terminés. Et c'est ce qu'on a pu observer ces 10 dernières années, qu'il y a des zones qui n'existaient pas quand je suis arrivée et qui aujourd'hui sont complètement intégrées dans le plan d'urbanisme de la ville. Je parle notamment d'engrais. Il n'y avait pas d'engrais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Moi, en 2009, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un des quartiers qui est pratiquement autonome. Il y a tout là-bas. Exactement. On peut ne pas sortir d'engrais et vivre très bien. Donc, à Yopougon, avec le nouveau centre commercial et avec tous les investissements qui ont été faits aussi, notamment privés, mais aussi avec les programmes comme ceux d'ADOA, aussi, c'est un développement qui a, déjà que Yopougon, c'est la plus grande commune et certainement la plus peuplée, mais ça a encore pris de l'ampleur. Je ne reconnais plus du tout. J'arrive plus à me retrouver là-bas. Et ils ont souvent des meilleures routes d'ailleurs qu'en zone 4, donc c'est encore plus impressionnant parce que on s'y perd tellement c'est grand. Mais ce n'était pas comme ça il y a 10 ans. Donc ces petits facteurs ont quand même complètement changé ce qu'on appelle le Grand Abidjan, parce que c'est la même chose pour Bassam et pour Bingerville. Ça, c'est plutôt du point de vue de l'offre. Et du point de vue de la demande, Rachel, quels sont les facteurs qui influencent le marché ? Donc au niveau de la demande, donc ce que je dirais, c'est que bon, moi ce que j'ai constaté, c'était que déjà donc ce que j'ai constaté, c'est que après la période Covid, donc si moi je me limite à partir de la période Covid, donc 2021. Juste avant la période Covid, c'est-à-dire on avait toujours un appétit, il y avait toujours de la demande. Donc la demande au niveau du marché immobilier ivoirien a toujours existé. L'Ivoirien a besoin de se loger et quand on regarde les données locales, surtout au niveau de tout ce qui est Abidjan, on a à peu près un tiers de la population urbaine qui est propriétaire. Donc le souci de se loger, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci pour l'Ivoirien. C'est un vrai souci pour les expatriés. Donc ce que j'ai eu à constater, c'est que c'est vrai qu'on n'avait pas autant d'offres dans le passé. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'offres. Donc, ce qui permet réellement aux gens, en fait, d'avoir des choix. Donc, avant, on n'avait pas des zones comme... Je vais reprendre. Sinon, je peux te laisser réfléchir à la réponse.
Et puis Mariam, Ok, je sais que d'accord. Mariam, elle a envie de répondre à cette D'accord. question. Non. Je le sens. Non, en fait, je pense, excuse-moi sans te couper, elle a commencé par son point, donc ce qui drive un peu la demande, c'est le besoin de l'Ivoirien de se loger. Et je pense aussi qu'il y a la croissance démographique, bien évidemment urbaine, mais il y a certainement d'autres facteurs qui pourraient permettre de comprendre un peu l'évolution qu'on a connue depuis 10 ans, depuis 20 ans maintenant. oui, en fait, c'est le besoin de se loger et d'investir parce que les gens, les privés, hein, ont toujours le projet d'acheter, d'investir. Et c'était très compliqué avant pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y avait pas d'offres. Il n'y avait pas d'offres dans certains secteurs. Par exemple, on pouvait trouver de l'économique. On pouvait trouver du haut standing, mais il n'y avait pas de moyens ou pas suffisamment, ou bien c'était souvent que des projets à la location et non pas à la vente. Et donc, ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit, on va dire, le profil du client, quel que soit son budget, aujourd'hui, il a accès à l'investissement grâce à la variété des offres à niveaux différents, à prix, enfin, budget différent, standing différent. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et il y a une autre chose aussi, c'est que beaucoup d'investisseurs privés sont friands d'investissements dans le foncier, donc de terrain. Et avant, c'était vraiment une entreprise très risquée que d'aller s'aventurer soi-même à aller acheter des terrains, même si les prix étaient parfois très attractifs, mais le fait que les terrains ne soient pas tout à fait titrés avec des titres de propriété définitifs, on va dire, et qu'il faille suivre les dossiers. Avant, c'était très opaque et très compliqué à faire. Et en fait, il y a eu aussi beaucoup de changements au niveau du ministère de la Construction pour justement régler le problème du foncier. Et de plus en plus, maintenant, on arrive à pouvoir proposer à la population, on va dire, des investissements sécurisés, même dans le foncier. Et ce sont des investissements qui sont accessibles des fois à très bas prix, à 5 millions ou moins, ou bien entre 5 et 10 millions. Et donc, ça ouvre aussi l'investissement à des populations qui, autrefois, ne pouvaient même pas penser accéder à l'investissement immobilier. Donc, ça fait partie, en fait, c'est l'augmentation de la demande est liée justement à tous ces facteurs-là qui permettent à de plus en plus de gens de pouvoir se projeter dans un investissement immobilier. D'accord, ok. Là, on va parler maintenant de... Tu as quelque chose à rajouter? Peut-être que je vais, donc au niveau justement de la demande, on a aussi constaté une très forte demande pour les zones, notamment Bingerville, les zones de Bassam et tout. Pourquoi? Parce que c'était des zones qui n'étaient pas du tout développées il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, comme Mariam l'a dit, on a la route, on a des commerces, on a vraiment tout ce qui permet à l'Ivoirien de pouvoir avoir tout ce qui est commerce à proximité. Et l'avantage, en fait, c'est que ces zones-là ont des prix relativement beaucoup plus bas. Donc, si je prends par exemple par typologie de logement, donc dans les zones de Bassam ou dans les zones de Bingerville, on peut avoir une villa de 4 pièces à 250 000 ou à 300 000 qui correspond au budget de l'Ivoirien moyen. Après, à côté de ça aussi, on a eu d'autres projets qui ont commencé à se développer dans ces zones-là, donc Bassam, Bingerville, aussi Angré, qui sont à des prix qui correspondent au portefeuille de l'Ivoirien. Donc, ce sont des biens qui peuvent varier de 35 millions, qui peuvent aller jusqu'à 50 millions. Donc, aujourd'hui, là, on a cette offre. Et donc, comme on a l'offre, on a bien sûr la demande, parce que le besoin de se loger est capital pour tout le monde. Tout le monde désire être propriétaire foncier, où tout le monde a besoin de se loger de façon dans ces zones-là, donc Bassam, Bingerville, aussi Angré. Et on a aussi... Qui sont à des prix qui correspondent, où tout le monde a besoin de se loger de façon dans ces zones-là. On a un petit couac technique. Et il faut dire aussi, pour ajouter à ce que tu dis, qu'il y a un déficit de logements, de près de 600 000 logements, il me semble. On a aussi qui justifie le... On a en effet, comme Kétiane a dit, un déficit de logements sociaux.
d'environ 600 000 logements par an, et ce déficit-là augmente de 10% chaque année. Donc, on a une forte demande à ce niveau. Donc, maintenant que les caractéristiques du marché sont posées, on va rentrer dans l'investissement, donc les rendements. Quand on parle de rendement, on parle de quelle tranche de rentabilité? On parle de quoi en termes de pourcentage? Je vais peut-être définir. Voilà, tu définis et après on va préciser. D'accord. Donc, quand on parle de rendement, donc le rendement, c'est le ratio des revenus locatifs annuels sur la valeur du bien qu'on a eu à acquérir. Tu peux donner un exemple? On a le rendement brut. Donc, le rendement brut, c'est tout simplement si vous avez, par exemple, une maison qui vous ramène 1 million par mois de loyer. Donc, c'est 1 million fois 12. Donc, ça fait 12 millions. Et si vous avez acheté la maison, donc quand je dis acheter, donc c'est le prix de revient. Donc, ça sera le prix de vente plus les honoraires du notaire, plus la commission de l'agence. Donc, si le prix de revient est de 120 millions, donc ça vous fera un rendement de 10% à peu près. Mais il faut savoir que ça, c'est le rendement brut. Après, il faut tenir compte du rendement net. Donc, le rendement net, lui, il va tenir compte de tout ce qui est charges locatives. Donc, quand on loue un bien, quand c'est dans une copropriété, on a des charges qu'il faut payer par trimestre ou par mois. Même quand on achète un bien, il y a des charges liées à ce bien-là. Donc, il faut tenir compte de ces charges. Si c'est un logement ancien qu'on a acheté, on va devoir tenir compte aussi de tout ce qui est coût de rénovation. Donc, ça, il faut en tenir compte. Et puis, après, on a aussi tout ce qui est impôt foncier. Donc, moi, j'ai eu des cas de propriétaires qui ont construit un bien. Ils ont construit un immeuble. Et ils n'ont pas tenu compte justement de ces charges locatives, ils n'ont pas tenu compte de tout ce qui est entretien et maintenance même du bâtiment en tant que charge. Et ils ont fait des mauvais calculs aussi au niveau des impôts. Donc au final, au lieu d'avoir la rentabilité qu'ils souhaitaient, ils se sont retrouvés à avoir une rentabilité qui n'était pas du tout bonne, mais c'était trop tard à notre niveau parce qu'ils avaient déjà signé des contrats de baux avec les locataires. Ils s'étaient déjà engagés auprès de ces locataires. Donc, ce sont des informations qui sont très importantes en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que propriétaire bailleur. Et j'imagine donc que ces rentabilités varient en fonction du type d'actif. On n'a pas la même rentabilité dans le résidentiel que dans le commercial, ni dans l'industriel. La rentabilité varie effectivement en fonction du type d'actif, en fonction aussi du standing et en fonction de la zone. De la zone géographique, justement. De la zone géographique et aussi de la volonté, enfin, du projet derrière l'investissement. Parce que tout investissement n'est pas forcément fait pour une rentabilité à court terme. Donc, ça peut être aussi une volonté d'aller sur quelque chose qui sera pas rentable tout de suite, mais qui va permettre par exemple pour le promoteur ou pour l'investisseur, de poser une base et se rattraper sur d'autres projets ensuite. Donc, mais effectivement, il y a une différence de rentabilité, à savoir aussi que la rentabilité en Côte d'Ivoire, elle est quand même normalement un bien est censé, enfin un projet immobilier est considéré comme rentable lorsqu'il a une rentabilité sur 10 ans, c'est-à-dire à peu près 10% par an. En général, c'est entre 7 et 10% par an en fonction des projets. C'est la norme. Mais ceci dit, il y a des projets effectivement qui parfois dépassent un petit peu ce modèle-là de 7 à 10%, qui peuvent être un peu plus rentables ou un peu moins rentables, mais qui restent viables. Parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément toujours le taux de rentabilité sur court-moyen terme. Des fois, ce qui est important, c'est de pouvoir poser le projet, comme je dis, et même si on prend plus de temps pour le rentabiliser, ça reste intéressant comme investissement. Mais en général, pour la plupart des gens, ce qu'ils recherchent, c'est un investissement de 7 à 10, enfin une rentabilité de 7 à 10% par an, ce qui correspond en fait à peu près un retour sur investissement
en une dizaine d'années. C'est la norme. Ça, c'est plutôt sur le résidentiel en locatif. C'est sur le résidentiel et même sur tout ce qui est commerce bureau. Voilà, en général. Mais comme je dis, aujourd'hui, les tendances commencent à changer et on voit des nouveautés. Il y a des investissements qui sont un peu plus performants que d'autres, surtout lorsqu'on parle de haut standing ou de... Voilà, les marges sont plus intéressantes en général, que ce soit d'ailleurs bureau, plus que commerce. Je parle vraiment justement, bureau. j'allais te demander, c'est quoi les types d'investissements, d'actifs qui sont très, très intéressants, qui ont le plus fort rendement aujourd'hui, actuellement, en Côte d'Ivoire? Alors, moi, de mon expérience, c'est actuellement le bureau. Parce que il y a une très forte demande, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits ces dernières années, mais ils ont au départ été à 80% orientés vers du résidentiel. Pour faire face effectivement au déficit de logement et à la demande des gens pour l'investissement, l'appétence, on va dire, des usagers, enfin des privés, pour l'accès à la propriété. Et du coup, le déficit qui existait déjà en termes de demande de bureaux et de bureaux de qualité qui correspondent à des standards internationaux n'a pas été comblé tout de suite. Et maintenant, on voit de plus en plus de projets qui se tournent plus vers des constructions de ce type, de bureaux, de commerce, et des constructions de qualité qui correspondent aux standards souvent observés pour les multinationales ou pour certains types de sociétés qui ont besoin de cette qualité de service pour pouvoir accueillir leurs collaborateurs et leurs clients dans les meilleures conditions possibles et pour aussi leur image. Et en fait, on se rend compte que dans ce secteur-là, les investissements sont beaucoup plus rentables, tout simplement parce que déjà, même si évidemment une tour, par exemple, si on rentre sur une tour de 20 étages, l'investissement est très conséquent, mais le prix au mètre carré locatif a énormément augmenté dans ce secteur-là parce qu'il y a peu d'offres finalement et énormément de demandes pour ce genre d'immeuble. Donc les premiers, comme celui-ci, quand on voit le prix au mètre carré, je n'ai pas le coût du bâtiment, mais on peut l'imaginer, on peut extrapoler par rapport à des projets de qualité similaire. Je pense que voilà, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait de rentabilité qui est largement selon mes calculs, supérieur à ce qu'on peut espérer dans un immeuble de résidentiel. Voilà, et justement, quelle est la tranche de rentabilité qu'on espérerait avoir sur l'immobilier de bureau, par exemple? Je pense que l'immobilier de bureau, on est plus dans la marge basse que j'avais donnée. J'avais 17 à 10%. Je pense qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des projets bureaux à plus autour de 7% que plus autour de 10% que de 7%. Voilà, de rentabilité. D'accord, ok. Et j'imagine aussi avec la stabilité politique dont tu parlais, qui dit stabilité politique dit bon climat des affaires, donc ça attire pas mal de personnes et qui demandent des standards de bureau plus intéressants que ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui, bon, il y a deux facteurs. C'est qu'effectivement, ça attire des nouveaux venus. Il y a beaucoup, enfin, d'après ce qu'on voit, il y a chaque année des centaines, voire plus, d'entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire ou qui ouvrent des filiales en Côte d'Ivoire. Même des entreprises qui, généralement, étaient plutôt tournées vers des marchés anglophones, commencent à venir dans notre marché, en tout cas ivoirien, pour essayer de pénétrer les marchés francophones d'Afrique de l'Ouest notamment, et effectivement on a aussi des sociétés qui sont là depuis très longtemps et qui effectivement avaient des locaux qui ne correspondaient plus à leurs attentes et qui n'ont pas hésité effectivement à être les premiers à se positionner sur les projets les plus ambitieux lorsqu'ils en ont eu l'opportunité. Et qu'en est-il des autres actifs du style hôtel et industriel, immobilier industriel, Rachel, concernant le rendement et l'appétence justement à ce type d'actifs-là pour les investisseurs? Donc, au niveau de l'immobilier industriel, donc en effet, on a des taux de rendement qui peuvent aller jusqu'à au-delà de 10. Donc, comme Mariam l'a dit, les taux de rendement dans l'immobilier en Côte d'Ivoire varient de 7 à 10% pour tout type d'actifs immobiliers, donc que ce soit le résidentiel, que ce soit les bureaux, que ce soit les commerces et que ce soit aussi l'industriel.
Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de demandes pour l'immobilier industriel. Donc, quand je dis industriel, ce sont des entrepôts. On a de plus en plus de demandes pour des entrepôts, notamment, on le voit surtout. Donc, la clientèle, en général, recherche des entrepôts dans les zones de Bassam. On a les zones de Bassam, on a la zone de Beaunois. C'est vrai qu'aussi qu'on a Yopougon, la zone industrielle. Et donc, au niveau de ces zones-là, on peut facilement avoir, après tout dépend de la taille de l'entrepôt, de la finition de l'entrepôt, mais on peut facilement avoir des rendements au-dessus de 10%. Donc, les rendements peuvent varier de 10 jusqu'à 12%. Et justement, j'allais demander, qui sont les clients de ces entrepôts? En général, ce sont des entreprises donc dans la zone de Bassam et puis Beaunois, ce sont des entreprises qui sont dans l'agro-industrie. Donc, on a de plus en plus d'entreprises locales, donc des PME qui sont rentrées dans la transformation de leurs produits. Donc, ils transforment les produits et après, ils vont les exporter. Donc, ils ont besoin justement d'entrepôts pour stocker. Et on a aussi des multinationales qui ont besoin d'entrepôts qui respectent les standards internationaux. Maintenant, au niveau du secteur de l'hôtellerie, on se rend bien compte que depuis quelques années, on a de plus en plus d'hôtels, notamment au niveau du plateau, c'est-à-dire des hôtels de qualité ou qui répondent aux exigences ou aux normes internationales. Mais aussi, on voit aussi d'autres types d'hôtels dans des quartiers comme, je dirais, pas vraiment des hôtels, mais des maisons d'hôtes, si on veut, voilà, des maisons d'hôtes dans les zones de Cocody, dans les zones de Angré, aussi dans les zones de Bingerville et puis aussi un peu Bassam, et puis même zone 4 aussi. Pourquoi? Parce qu'on a de la demande, on a énormément de tourisme en Côte d'Ivoire, donc les gens qui viennent sur Abidjan ont besoin de se loger de façon ponctuelle, donc ils vont se tourner en général vers tout ce qui est service d'hôtellerie, tout ce qui est maison d'hôtes, et on se rend bien compte là, l'année dernière on a eu la cérémonie d'inauguration des travaux d'extension et de rénovation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et on voit bien que l'idée en fait de l'extension, c'est de pouvoir accueillir à terme à peu près 5 millions de passagers. Donc le domaine de l'hôtellerie, c'est un domaine dans lequel on aura aussi, on a déjà de la rentabilité, mais je pense que dans les années à venir, dans 2-3 ans, la rentabilité va encore augmenter justement à cause de cette demande forte. On a aussi la Cannes qui arrive, voilà, on a aussi la Cannes qui arrive en 2024. Donc tout ça, on aura de la demande. Au niveau de la zone aéroportuaire, on a le parc des expositions qui va ouvrir, je pense, d'ici l'été 2023. Donc à partir du dernier trimestre ou peut-être du T3 2023, on va commencer à avoir des événements au niveau du parc des expositions, au niveau de l'aéroport. Donc tout ça, en fait, ce sont des facteurs qui jouent en faveur du taux de rendement. Et je voulais juste apporter une précision. En fait, c'était sur l'industriel dont on parlait précédemment. C'est que les zones industrielles, en fait, l'investissement industriel a été aussi favorisé par la création de nouvelles zones industrielles ou l'extension de zones industrielles existantes, parce qu'il y a une demande accrue qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs, apparemment. Je ne suis pas spécialisée de l'industriel, mais j'en viens à en parler à ça parce qu'en fait, souvent, on me sollicite pour ça, pour des investissements, que ce soit à l'achat ou à la location oui, soit d'entrepôts, soit de choses déjà faites, soit de terrains industriels propices à l'investissement, puisque souvent les sociétés construisent eux-mêmes
leurs locaux, ils cherchent juste le site. Et parfois, effectivement, il y a des sites qui sont déjà tout prêts, dont ils peuvent profiter. Et en fait, je pense aussi, parce que la zone de Beaunois industrielle est très récente, parce qu'il n'y avait pas de zone industrielle à Beaunois. Ça s'est, on va dire, créé il y a quelques années avec certainement des volontés en ce sens et une réponse aux besoins. Pareil pour Bassam. Et l'extension de la zone industrielle de Yopougon, proche du péage de l'autoroute. C'est une extension qui n'existait pas il y a quelques années et qui n'était même pas classifiée industrielle. Et autour de ça, d'ailleurs, des programmes immobiliers se sont greffés puisqu'il faudra bien loger les employés des usines et qui travaillent dans les entrepôts. Donc je pense que ça vient de là. Et en ce qui concerne l'hôtellerie, c'est vrai qu'il y a une volonté claire de favoriser le tourisme. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Mais à la base, le déficit de chambres, d'hôtels, est dû à une très très forte demande d'hommes d'affaires, en fait, de gens qui sont de passage pour le travail. C'est vraiment, on va dire, 80-90% de la clientèle des hôtels, c'est vraiment du business, c'est des voyages d'affaires. Et c'est principalement sur Abidjan. Et c'est principalement sur Abidjan, mais pas que, parce qu'il y a des gens qui travaillent à San Pedro, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur du pays. Il y a d'ailleurs un déficit d'hôtels à l'intérieur du pays, mais il y a des projets en ce sens, parce que Bouaké, Korogo, il y a quand même aussi des activités économiques là-bas et des gens qui s'y déplacent régulièrement. Parmi ma clientèle, j'en connais pas mal qui ont aussi des activités économiques à l'intérieur du pays. Il y a Moussoukro. Donc, effectivement, c'était d'abord pour répondre à cette demande-là, parce que quand on parle aussi de tous les événements et du parc des expositions, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'événements qui ramènent cette clientèle business qui vient là pour une conférence, qui vient là pour un salon ou autre. Donc, c'est vraiment ça qui était la demande initiale, d'où la prolifération d'hôtels au plateau. Et effectivement, en marge de ça, on a de plus en plus effectivement de touristes aussi, ce qui était très rare il y a à peine quelques années de ça. Enfin, c'était vraiment un tourisme. Je viens voir ma famille en Côte d'Ivoire plus que je viens découvrir la Côte d'Ivoire. Donc, en termes d'opportunités, ce que j'entends dans vos interventions, c'est qu'il y a des opportunités dans énormément de domaines de l'immobilier, donc dans le résidentiel, dans le bureau, dans le commercial et dans l'industriel, n'est-ce pas? Et en termes de risques, quels sont les risques auxquels on peut faire face justement dans ces différents domaines-là? Quelqu'un qui est intéressé par l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire, il fait face à quel risque? Donc, je pense qu'hier, les panélistes, ils ont un peu brossé les risques. Hein. On va revenir encore au risque du foncier. Oui. Notamment au niveau de tout ce qui est résidentiel. Donc résidentiel, donc on va aller peut-être au niveau de tout ce qui est promotion. On se rend bien compte que tout ce qui est foncier, on a un problème de sécurisation du foncier. C'est vrai qu'on a l'ACD qui a été mis en place, mais souvent on constate que certains promoteurs vont commencer à construire, ils vont commencer à vendre les biens qu'ils ont construits sans réellement avoir d'ACD. Donc dans la façon de commercialiser, ils vont dire qu'il y a l'ACD, mais nous, professionnels de l'immobilier, dès qu'on demande à vérifier toute la documentation et tout, on se rend bien compte que souvent, ils vont nous dire que l'ACD est en cours, mais il n'y a pas d'ACD. Donc ça, c'est un des risques. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que, donc toujours au niveau de l'immobilier résidentiel, si on reste dans le foncier, donc les promoteurs qui vont construire, souvent, ils ont un ACD global. Donc il y a le cas où ils ont un ACD global, ils n'ont pas morcelé l'ACD par lot. Donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont vouloir acheter, mais qui n'auront pas de titre de propriété pour le lot qu'ils ont acheté. Il y aura tout simplement un ACD sur tout le projet immobilier. Donc, ça aussi, c'est un risque potentiel. Maintenant, après, si on va dans tout ce qui est immobilier, je dirais, donc de bureaux et de commerce, le risque au niveau de l'investisseur serait, peut-être que s'ils vont acheter de l'immobilier tertiaire ancien, il y a des risques que les bâtiments en eux-mêmes ne soient pas aux normes internationales, qu'on n'ait pas fait. Donc, je sais qu'en France, ils font tout ce qui est...
Ils font tout ce qui est contrôle au niveau de l'amiante, au niveau du plomb. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites qui souvent dans l'immobilier tertiaire ancien ne sont pas réellement appliquées sur le marché local. Donc dans le cas de l'Europe, c'est obligatoire. Ce sont des réglementations qui sont obligatoires lors de l'achat ou de la location. On a le droit de demander en fait ces documents-là, mais ici, ça ne se fait pas. Au niveau toujours de l'immobilier tertiaire dans le neuf, donc quand je dis immobilier tertiaire, donc ça sera commerce et bureau, je ne vois pas réellement de risque, hein, parce qu'en général, ce sont des entreprises sérieuses qui construisent. Quand on regarde, ils ont en général toute la documentation en règle. Ils s'assurent de respecter les normes et les standards internationaux. Donc, vraiment, je ne verrais pas, moi, de risque au niveau de tout ce qui est neuf dans les commerces et dans les bureaux. Et toi, Mariam? Moi, au niveau des risques, le risque principal que je vois en réalité, c'est toujours la même chose, c'est le risque politique. En année d'élection, on retient tous notre souffle. Et puis on espère, et c'est pour ça que, moi, depuis que je suis à Abidjan, on vit de élection en élection. C'est-à-dire, je fais jamais de projet sur 10 ans. Je fais des projets sur 5 ans. Et ça commence toujours le lendemain de l'élection et ça finit quelques mois avant. Mais ce que j'ai remarqué dernièrement et qui n'était pas du tout les tendances avant, et bon, même si moi je suis dans l'immobilier depuis 2009, ma mère était dans l'immobilier à Abidjan. Donc, elle avait 30 ans d'expérience avant de prendre sa retraite, plus de 30 ans d'expérience avant de prendre sa retraite et de me passer la main. Donc, je sais que c'est une tendance récente, c'est qu'en année d'élection, ce qui a changé, en tout cas aux dernières élections, par rapport à avant, c'était qu'avant, année d'élection, plus rien ne se passait et on devait attendre 1 an après avant que les gens reprennent confiance et se disent bon, ok, je vais investir mon argent dans l'immobilier parce que c'est quand même des investissements lourds, donc on fait attention à ce qu'on fait. Mais dernièrement, c'est maintenant qu'il faut investir. Justement. Les prix baissent, c'est maintenant qu'il faut investir parce qu'on sait très bien qu'une fois la crise passée, il y a un boom énorme et ceux qui ont investi avant 2011 se sont rendus compte que leur bien a pris de la valeur automatiquement en 2012-2013 et a rattrapé tout le retard, voire un peu plus même, que ça aurait pu avoir pendant la période si ça s'était poursuivi pendant des années. Donc moi, en général, le risque principal qui préoccupe, on va dire, les gros investisseurs, parce qu'après, les privés, c'est un peu différent quand on vit ici, bon, on a une appréciation différente, mais les gros investisseurs sur des gros projets ambitieux, c'est surtout le risque politique, c'est est-ce qu'on va avoir un problème aux nouvelles élections et est-ce que ça va être au milieu de notre projet? Parce que le temps, c'est de l'argent. Si on est en pleine construction et qu'on est bloqué 1 an, ça a des conséquences financières assez importantes et donc du coup, les gens font attention voilà, à ce genre de facteurs. Je fais beaucoup d'études de marché et j'avoue que c'est souvent la partie, on va dire, la plus importante, on va dire, quand je parle des risques liés au projet à venir, ça dépend vraiment du timing, quoi. À quelle date, si vous êtes en année d'élection, c'est pas maintenant qu'il faut poser la première pierre, attendez un petit peu après, quoi. En général, c'est comme ça qu'on contourne un petit peu. Voilà. Je pense aussi que ce que tu as dit est très juste concernant la nouvelle tendance, c'est que les gens, je pense qu'ils ont un peu plus confiance en l'avenir politique et puis il faut regarder aussi la conjoncture mondiale qui n'est pas très rassurante. Et donc, il faut, si on est investisseur, prendre des risques. Et où est-ce qu'on prend les risques? Voilà. En termes de perspective, comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché et de l'investissement immobilier au point de vue national? Je pense qu'on a de belles années devant nous. Déjà, pour l'instant, parce que l'appétence et la prolifération des projets qu'on voit est récente. Donc, c'est le démarrage d'une ère où les gens ont envie d'investir, et je ne parle pas uniquement des Ivoiriens qui vivent ici, des locaux, je parle de la diaspora, mais aussi d'étrangers qui cherchent justement des investissements qui sont lucratifs et qui sont intéressants. Et aujourd'hui, on peut leur proposer des projets de qualité. Et à ma grande surprise, maintenant, on arrive à convaincre des gens qui n'ont aucun lien avec la Côte d'Ivoire que c'est peut-être un bon investissement. Et effectivement, bien sûr, c'est beaucoup de gens de la sous-région, mais qui, avant, n'avaient pas du tout l'intention d'investir ailleurs que dans leur
pays d'origine et qui aujourd'hui se disent mais en fait, quitte à investir, autant investir dans un pays où on a plus de sécurité ou un meilleur rendement que dans son pays d'origine, même si on y est attaché et que c'était le projet initial. Et j'ai de plus en plus donc de gens comme ça qui n'ont aucun lien, ou même des gens qui n'ont aucun lien avec l'Afrique, qui aujourd'hui me demandent est-ce que les rendements sont intéressants et tout ça. Et au même titre que Dubaï, on commence à voir des gens qui vont avoir un raisonnement qui est purement financier et non pas est-ce que je connais le pays et est-ce que j'y vivrai. C'est vraiment combien ça va me rapporter. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté que je vois en termes d'investissement et c'est ce qui me fait dire qu'on est au démarrage d'une nouvelle ère qui démarre et je pense qu'on a au moins une dizaine d'années devant nous avant de voir peut-être d'autres tendances émerger. Et Rachel, je vais peut-être rebondir. Mais je suis même sur la même question en termes de perspective et de type de biens dans lesquels il va falloir investir pour les prochaines années. Qu'est-ce que tu as donné comme ton opinion sur le sujet? Donc, je vais d'abord rebondir sur ce que Mariam a dit. Donc, c'est vrai qu'on constate, donc de par l'environnement de la sous-région, donc on a quand même pas mal de soucis politiques en Guinée, au Mali, dans les pays annexes. Et puis bon, avec le Covid, avec tout ce qui se passe en Europe, la crise d'Ukraine et tout, on se rend bien compte que les investisseurs ont le regard porté sur le marché ivoirien. Donc, on a de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas particulièrement le marché ivoirien, mais qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Donc, en général, ce sont des investisseurs. Ils veulent acheter pour en faire un investissement locatif. Donc, ils n'achètent pas pour que ce soit une résidence principale, c'est pour un investissement locatif. Donc, ce qu'on constate, donc, comme je disais, avec cette clientèle, on a beaucoup de gens de la sous-région, on a beaucoup de gens aussi qui viennent de l'Europe, qui veulent investir notamment sur le résidentiel. Donc, on a vraiment de très, très belles perspectives au niveau de l'immobilier résidentiel en Côte d'Ivoire. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'immobilier résidentiel, donc les promoteurs ou constructeurs actuels ont tendance à aller sur un usage mixte des espaces. Donc, quand je dis usage mixte, on a des sites sur lesquels on a un mélange de villas, de duplex, de maisons de ville avec des appartements. On a aussi des commerces, on a aussi des bureaux, on a des espaces communs, donc des espaces de sport. Et donc, cette clientèle-là, étrangère ou internationale, a énormément d'appétit pour ce genre de biens. Parce que l'idée pour eux, comme j'ai dit, c'est vraiment de rentabiliser ce bien. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'immobilier meublé est aussi la nouvelle tendance. Donc pour ce type de clientèle, au lieu d'acheter et de le louer en vide, ils auront tendance à acheter, à faire meubler l'appartement et de le louer en location saisonnière. Donc, ça peut être de la location saisonnière journalière ou ça peut être de la location saisonnière longue durée. Tout dépend des attentes de ces investisseurs. Donc, certains nous diront ils veulent qu'on aille sur de la longue durée, ils n'ont pas de souci. D'autres diront on veut que ce soit loué 9 mois sur 12 dans l'année parce que 3 mois dans l'année, on va venir à Abidjan. Je veux pouvoir loger ma famille dans le bien que j'ai acheté. Je ne veux pas aller à l'hôtel. Je veux vraiment être dans la discrétion. Je ne veux pas forcément qu'on sache que je suis sur Abidjan. Donc, on a aussi ce côté-là. Maintenant, au niveau des perspectives, donc, on a aussi mentionné l'immobilier de bureau. Donc, l'immobilier de bureau, on a énormément. Donc, on constate qu'on a de plus en plus de demandes. Mais ce dont il faudrait tenir compte, c'est vraiment tout ce qui est aspect écologique et environnemental de ces bâtiments. Donc, si les constructeurs tiennent compte justement de ces aspects-là, écologiques, environnementaux, surtout justement au niveau de l'économie d'énergie, donc tout ce qui est luminaire, tout ce qui aussi serait la gestion des eaux
gestion des eaux usées, tout ce qui est luminosité naturelle, aération naturelle. Vraiment, en fait, c'est quelque chose, en fait, si on le fait bien, on sera en mesure justement d'attirer énormément d'investisseurs étrangers dans l'achat justement d'espaces de bureaux en Côte d'Ivoire. Et peut-être la petite... ce que j'ai constaté aussi, moi, c'est que donc à mon niveau, donc au niveau de mon activité, on a maintenant de la demande. Donc on a des investisseurs qui veulent acheter. Donc investisseurs, ça peut être des individus ou ça peut être des fonds qui veulent vraiment acheter aussi des espaces de bureaux. Donc avant, c'était surtout de la location, mais maintenant, j'ai des gens qui m'approchent et qui me disent qu'ils veulent acheter soit un plateau de bureau, soit 2 plateaux de bureau. Oui, pour le problème compléter... étant, on n'a pas d'offres. C'est très rare. En fait, justement pour le bureau, voilà, le problème, c'est voilà, c'est ça. Les seuls investisseurs qu'on a, c'est ceux qui sont capables de monter carrément un immeuble de bureau. Mais à ce jour, on n'a pas de plateau de bureau à vendre. Donc, c'est peut-être dans les tendances qui arrivent, parce qu'il y a des projets maintenant qui sont en développement et qui proposeront des plateaux de bureau à la vente très prochainement. Je pense entre 2023 et 2024, peut-être, les premiers projets verront le jour où il y aura de la vente de bureaux. Et je pense que c'est là qu'on va voir la tendance aussi au niveau du bureau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une société qui veut être propriétaire de ses bureaux achète un terrain et construit. C'est ce que Orange a fait et c'est ce que beaucoup d'autres sociétés avant Orange ont fait. Je pense que c'est notamment parce que de toute façon, il n'y avait pas d'offres qui pouvaient correspondre à leurs besoins en matière d'investissement pour leurs locaux. Donc ça, si, c'est des tendances qui peuvent... On me fait signe que le temps est écoulé déjà. Et j'incite quand même pour prendre quelques questions du public, si vous en avez. Merci, monsieur. J'en prends deux. Dans le micro. Tout à fait, on entend. Donc le thème parlait de rendement sur le marché ivoirien et régional. Donc, je ne sais pas si c'est le temps qui a fait défaut. Bon, on n'a pas... Le régional était dans la présentation par rapport au temps. Oui. Mais vous pouvez avoir les données après. Mais le régional était plutôt dans la présentation. D'accord. Bon, je pense que c'était donné... Mais votre question, c'était laquelle? Non, ça... Une comparaison des rendements, c'est ça? C'était une comparaison des rendements sur la région pour pouvoir... Peut-être autant on repense, il y avait des actifs qui étaient mis en priorité par rapport à la rentabilité. Une présentation aussi des destinations régionales qui favorisaient. Mais j'espère qu'on peut. J'avais prévu de l'avoir pour cette question au final, mais on me fait signe que le temps est écoulé, malheureusement. Une autre question auquel nos panélistes en présentiel peuvent répondre. Peut-être le panéliste, en fait, il a répondu. Il a dit que les rendements régionaux étaient autour de 7 à 10%. En termes de destination, le monsieur veut savoir. Les destinations, on ira sur l'Afrique du Sud en termes de destination de rendement. En fait, votre question, c'est de savoir les investissements immobiliers sont localisés dans quelle zone, c'est ça? Sont les plus rentables. Dans quelle zone? Oui, c'était effectivement dans la présentation. C'était dans la présentation. Oui, donc on aura l'Afrique du Sud, on aura aussi le Caire. Donc l'Afrique du Sud, je pense qu'on a des rendements moyens autour de 12%. On a aussi la capitale de Madagascar, où on a des rendements autour de 12%. On a Lagos, on a le Caire, où aussi on a des rendements de 12%. Le Maroc aussi, dans la liste, il me semble. Voilà, on a aussi le Maroc. Je sais qu'on a Nairobi aussi. On a Nairobi, on a le Ghana, où peut-être on a des rendements autour de 10 ou 11%, un peu plus bas. On a aussi le Mali, où on a des bons taux de rendement au-dessus de 10%. Donc nous ne sommes pas leaders dans les rendements... dans la sous-région en tout cas, ou à hauteur du continent. Mais en Afrique francophone, on reste quand même un pionnier. Voilà. Bien sûr. Je pense qu'on va devoir clore le panel, sauf si monsieur veut me laisser pour une autre question. Non, on est Vous avez une déjà question? trop avancé.
Comment? On est déjà trop avancé. On est trop avancé. Bon, on va devoir conclure, mesdames. Donc, je vous laisse dire votre dernier mot sur le sujet. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question et on va nous met la pression. Donc non, on va juste remercier toutes les personnes présentes d'avoir donc participé à cette discussion et de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, nous sommes disponibles en privé, voilà, pour y répondre. Merci. Oui, pardon. Ok, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc moi, pour résumer en quelques mots, hein, donc l'immobilier en Côte d'Ivoire, donc l'immobilier national, a de belles perspectives. Donc il faut, dès maintenant, hein, si vous êtes en capacité de pouvoir investir, que ce soit dans le résidentiel ou que ce soit dans le foncier, donc dans des terrains, c'est vraiment l'occasion de le faire. Et j'encourage. Merci. Et pour conclure, donc au moins je peux conclure. Allez-y. Merci. Comme elle a dit, l'immobilier en Côte d'Ivoire est en croissance, un boom. On a la chance d'être dans un pays qui est un hub de l'Afrique francophone. Il y a des opportunités dans le résidentiel, le commerce, les bureaux et l'industriel. Donc, de quoi se positionner. Il y a plusieurs profils d'investisseurs aussi qui peuvent trouver leurs chaussures à leurs pieds ici. Les risques fonciers persistent, quoique l'État quand même essaie de sécuriser tout ce qui est transactions immobilières. Et ça, il faut saluer les efforts qui sont faits. Il y a de belles perspectives. Et puis, la guerre en Ukraine, l'état du monde post-Covid, l'insécurité politique dans les pays alentours font de nous une destination de choix. Et il faut penser à rentrer dans tout ce qui est green, se labelliser green pour pouvoir attirer encore plus d'investissements. Merci à tous pour votre attention. J'aurais vraiment aimé avoir de belles discussions avec vous, mais on sera présente sur la terrasse. Merci et bon après-midi. Merci infiniment, mesdames, pour ces échanges de qualité. Nous allons, s'il vous plaît, vous prier de vous mettre à disposition des photographes pour la photo de famille. Merci infiniment. Alors, les échanges... Non, il est parti, je crois. Merci infiniment. Alors, nous avions en panel Monsieur Dolapo Omidire, CEO des Stat Intel, en visioconférence depuis le Nigeria. Et en physique, nous avions Madame Rachel Aka Adou, directrice générale des Joël K.